Salut, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec nous en direct sur Canal 3 Bénin. Bienvenue à ce rendez-vous matinal, c'est votre émission Actu Matin qui ce mercredi nous emmènera dans les couloirs de la recherche. Il est ce laboratoire de l'université d'Abomey-Calavi qui depuis plusieurs années s'investit énormément dans la fouille pour ressortir et faire comprendre les réalités des phénomènes propres à l'Afrique, les résultats auxquels il parvient font bien souvent l'objet de grands débats au regard de la spécificité des thématiques abordées. Dernier cas en date, cette thèse de doctorat sur les représentations sociales sur la sorcellerie au sud du Bénin, travaux soutenus par le désormais docteur Florent Estache Ressou. Il n'en fallait pas plus pour réveiller la polémique et susciter des commentaires. Ce mercredi, nos projecteurs sur le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement créé en 2014 et dirigé par le professeur Doji Amuzouvi. L'enseignant-chercheur est notre invité. Nous l'aurons à l'heure du forum. Prenez donc le rendez-vous. Ce sera juste après les sports ce mercredi. Dans la suite, elle nous fera prendre un bon plat après le temps de préparation. Eh bien, nous vous emmènerons à la découverte de la sauce glacément avec Zakiat Latunji dans la rubrique Dans nos plats. Prenez le rendez-vous. Ce sera après le forum de discussion ce matin. D'entrée, vous aurez dans un instant la une des journaux avec Wahab Alikbara et dans la suite le mini-journal présenté par William Cliquant. Mais avant, nous vous proposons ici avec Météo Bénin de suivre le temps qu'il fera tout au long de cette journée du mercredi. C'est la météo. Et voilà, c'était à l'instant la météo avec Météo Bénin, la suite de votre matinale. Dans un instant avec Wahab Alikbara qui va nous présenter la une des journaux. Wahab, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va prendre les premières informations. Les premières viennent du quotidien Maison Fraternité, projet de budget sectoriel des ministères, les assurances du ministre Modeste Kérékou, Samoa Dambi et Benjamin Onkpati aux députés. Informations à retrouver aux pages 2 et 3 du quotidien Fraternité. En fin de mission au Bénin, le point exhaustif des services du Fonds monétaire international. Malgré la Covid-19, l'économie béninoise résiste aux aléas. Dossier recours du Bénin contre la République démocratique du Congo. Pas encore de verdict de la FIFA. Le processus enclenché est toujours en cours, nous apprend Fraternité. À la une du quotidien de service public, la Nation, conclusion du Fonds monétaire international au terme d'une récente mission au Bénin. Une reprise économique solide est en cours. Et puis relations bénino-nigériennes, une nouvelle ère de coopération s'ouvre.
Quotidien Le Meilleur, résilience des pays en développement à la COVID-19, la part importante des services du Fonds monétaire international au Bénin. Et puis candidat à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o présente son brillant programme de développement du football camerounais. Le leader du jour, séance publique de reddition de comptes au titre de l'année 2021 dans la commune d'Abomey-Calavi. Pas à pas, le maire Angelo Évariste Arwandjinou pose les jalons de la bonne gouvernance. Le leader du jour qui nous apprend également que le maire François Zanoubo décroche le soutien de l'arrêt pour l'électrification de plusieurs localités de Gangman. Quotidien d'Abarou, point de presse du maire de Parakou et du président du comité d'organisation de la foire internationale de Parakou. Parakou, carrefour de bonnes affaires du 5 au 30 décembre prochain. D'Abarou qui nous apprend également que Madame le maire Zinatou Osséné apporte une bouffée d'oxygène aux acteurs du système éducatif. L'autorité a procédé à la réfection d'un module de 3 classes à l'EPP Padé à Kandi. Nord-Sud quotidien, incendie répété à Dantokpa, la Sogema va déposer une plainte. Malgré la crise au Covid-19, l'économie béninoise toujours solide selon le FMI. Défi info, pour avoir rançonné un usager de la route, un policier républicain radié et 3 autres suspendus pour 1 an. Ils ont escroqué leurs victimes par mobile money, nous apprend Défi info. Et puis reddition de comptes au titre de l'année 2021 dans la commune d'Abomey-Calavi. Les conseillers communaux d'Abomey-Calavi face à leur mandat. Les 4 vérités. 100 premiers jours du 2e quinquennat du chef de l'État, la Fondation Malherossou salue les actions du gouvernement Talon 2. Information qui vous reviendra tout à l'heure en son et en image dans le bulletin matinal. Prise en compte du genre dans les programmes et projets, le ministère de l'Énergie renforce les capacités des responsables et des coordonnateurs. L'autre quotidien, situation de paiement des aspirants au métier d'enseignant. Plus de 93% des aspirants au métier de l'enseignant ont reçu leur salaire du mois d'octobre, nous apprend l'autre quotidien. Le matinal, cette fois-ci, priorité économique et politique en période de Covid-19. Le FMI satisfait des progrès du Bénin. Enseignement maternel, primaire et secondaire. Voici la situation salariale des aspirants. La part de vérité du DGANPE. Matin libre, gestion de l'après-vie, plaidoyer pour la crémation au Bénin, une exhortation de l'ambassadeur Candide à Hwansou. Bénin intelligent pour finir, Christian Dandéjan, geste de la Fondation Malta Cross International, 3 communes du département du Mono dotées d'équipements médicaux et puis métier de la pierre et de les constructions. Les acteurs font un bilan satisfaisant du projet PAPPEC. Voilà Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend que le balai des membres du gouvernement se poursuit au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre les budgets sectoriels comptant pour 2022. Projet de budget sectoriel des ministères, les assurances des ministres Kouerekou, Adambi et Rompati aux députés. C'est le titre du quotidien Fraternité paru ce mercredi. Voilà, et ces 3 ministres qui étaient au Parlement ont défendu leur budget. Le tout premier, Samou Seydou Adambi, qui a défendu un budget de 74 milliards de francs CFA au Parlement hier. 74 milliards répartis comme suit. 66 milliards pour le secteur de l'eau, 6 milliards de francs CFA pour le secteur des mines et 2 milliards pour le pilotage et le soutien à tous les programmes, à savoir le programme eau et le programme mine. Et dans la suite, le ministre Benjamin Nkwati a lui défendu 98 milliards 100 millions de francs CFA pour conduire et réaliser des projets, de grands projets visant à offrir un plateau technique sanitaire amélioré aux populations béninoises, à recruter des agents de santé, à construire des hôpitaux et poursuivre également
la riposte contre la pandémie du coronavirus, sans oublier la lutte contre plusieurs autres maladies qui affectent les populations, notamment le paludisme. Et du côté du ministère des Petites Moyennes Entreprises, la promotion de l'emploi, Modeste Kérékou a défendu 13 milliards de francs CFA pour 2022. Et hier, nous l'avons lu sur les réseaux sociaux, cette information qui faisait état de ce que la FIFA a rendu son verdict dans ce différend qui oppose la RD Congo et le Bénin. Le verdict n'est pas encore rendu. Le processus enclenché est toujours en cours, nous précise ce matin le quotidien Fraternité, que je vous invite à parcourir dans les kiosques ou encore sur le www.fraternitébj.info. En fin d'édition, le point complet de l'actualité avec Assiongbo Kain, Assiongbo. Tout de suite, nous aurons les informations en images avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera chez vous, le mini-journal. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, les membres de la Fondation Malherossou face aux hommes des médias ce mardi à son siège à Cotonou. Premier sujet abordé avec la presse, les prouesses du gouvernement pour les 100 premiers jours de Talon 2. Le démarrage du deuxième quinquennat de l'homme de la rupture rassure déjà les responsables de la Fondation qui constatent d'importantes avancées. Nous avons constaté des avancées notoires dans le secteur de la douane, car les paiements liés aux taxes douanières et aux services des impôts sont désormais payés en ligne grâce aux réformes initiées par le gouvernement dans ce secteur. Des résultats obtenus grâce aux réformes opérées dans tous les secteurs essentiels du pays. Par ailleurs, le gouvernement a lancé la semaine dernière la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. Objectif, améliorer considérablement la couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire national. Et face aux enjeux de cette campagne, la Fondation Malherossou, soucieuse du bien-être des populations, apporte son soutien au gouvernement à travers des séances de sensibilisation. L'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit de nous soigner. Et il nous a dit chaque maladie a son remède. Donc cela veut dire que le musulman doit se soigner. Un musulman qui ne prend pas compte de sa santé, là, il devient ingrat. moi, Malherossou, ça fait plus de 3 mois que je me suis fait vacciner. Mais je n'ai eu aucun problème, aucune maladie. J'ai déjà dépassé bientôt plus de 72 ans. Et on dit que la maladie, la chasse les vieux. Mais je n'ai eu aucun problème. Je me porte mieux encore plus qu'avant. Mieux. Ça, je vous le dis. Donc, j'invite toute la population béninoise à accepter de se faire vacciner. Autre sujet au menu de cette conférence de presse, la situation des acteurs du monde culturel. Les artistes qui, depuis quelques semaines, n'arrivent plus à s'exprimer du fait de la suspension par le gouvernement des activités culturelles. Mais on nous interdit d'activité pendant que le sport, l'activité sportive qui avait été suspendue, comme la nôtre, a repris d'activité, a repris ses mouvements, mais on a oublié les artistes. C'est parce que aussi les artistes se négligent eux aussi. La Fondation Malherossou demande au président Patrice Talon de ne pas répondre aux réactions des populations au sujet de la dame parfaite de Banamé. Quant aux promesses faites aux populations par le chef de l'État, la Fondation se dit confiante qu'elles seront toutes réalisées sous peu. Merci beaucoup. C'est une séance de restitution et de réduction des comptes qui mobilise ici toutes les forces vives de la commune d'Abomey-Calavi. Un moment de compte rendu de la gestion faite de la cité dortoir durant l'exercice 2021 avant d'entamer la gestion de 2022. Une tradition à laquelle sacrifient Angelo Évariste Arondino et son équipe et qui a conduit à la présentation au public constitué des administrés des principales réalisations au cours de l'année 2021
marquée par la pandémie de Covid-19. Et pour rester collé à l'actualité de cette pandémie, le maire de la ville d'Abomey-Calavi a d'abord exposé les actions menées dans les domaines de la santé, l'assistance sociale, l'éducation et les infrastructures marchandes. Cette activité sera faite en 3 étapes. Nous sommes présentement à l'étape de Godomain. Tout à l'heure, ce serait l'étape de Calavi, centre qui regroupe l'arrondissement de Calavi même, de Togba, de Ouadeu et de Javier. Et demain sera le tour de l'arrondissement de Akasato, Glo, Zivier et Kbarou. Il est normal qu'après 12 mois d'exercice, qu'on vienne vers la population pour leur rendre compte de la façon dont la gestion communale se fait. Puisque dès le début, la prise de notre service, nous avons prôné un développement participatif. Nous avons saisi cette opportunité pour faire un bilan financier, un bilan moral, un bilan des différentes activités qui ont été menées jusqu'à présent. Cette rencontre de bilan a aussi permis aux jeunes femmes, personnalités morales et religieuses de saluer les performances de l'équipe du maire Wandino et des chefs d'arrondissement, sans oublier les élus locaux. Occasion pour les administrés d'exprimer leurs besoins pour le compte de 2022 et les autres années à venir. Le conseil communal a recensé ces préoccupations qu'il entend solutionner afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi. En matière d'infrastructures routières, n'allons pas dire qu'on a construit des routes, mais nous avons souvent fait des reprofilages des voies. En matière d'éclairage public, aujourd'hui, au niveau de la voie inter-État, l'ANU, les dispositions ont été prises pour que ce état de choses soit corrigé dans les jours à venir. Les feux tricolores ont repris normalement. Tout fonctionne bien actuellement. Voilà tant d'actions qui ont été menées. Nous avons rendu compte de tout cela et nous avons aussi profité pour prendre les nouvelles doléances de nos populations parce que tout se fait de façon concert entre la population et nous. La séance a par ailleurs permis au maire et son conseil de faire le bilan sur le plan sécuritaire et dans le domaine de la gouvernance locale. Les perspectives envisagées tournent autour de la sensibilisation des populations sur l'importance de la vaccination contre la COVID-19, les projets phares issus des états généraux de la commune d'Abomey-Calavi. We are here this evening purposely to have a fruitful meeting tomorrow with the representative of Benin Republic government officials. Nous sommes à Cotonou pour des échanges sans doute fructueux demain avec les autorités béninoises en charge de l'agriculture. Nous avons déjà entamé les négociations entre les producteurs du riz du Bénin et du Nigeria. Rifan and the Benin Republic government. We are trying to do a partnership that will. Nous essayons de mettre en place un partenariat pour non seulement produire en quantité suffisante, mais aussi motiver tous les acteurs de la chaîne pour la production à la commercialisation en passant par la transformation entre notre association Rifan et le gouvernement béninois. Packaging, marketing and even bioproduct processing between Rice Farmers Association of Nigeria, Rifan, and the Benin Republic government. We have started this understanding and we have started working together to see that we have signed an MOU almost a year ago. We are here today. Nous avons déjà commencé les discussions il y a 1 an et nous sommes à Cotonou aujourd'hui pour concrétiser et signer le mémorandum d'entente afin de pouvoir aider les populations de nos 2 pays avec le secteur du riz et si possible les autres filières de l'agriculture. So that together we work together and help our people, and God willing, and we also pray that tomorrow's meeting. Nous prions que cette rencontre soit la dernière qui va véritablement lancer notre coopération. Between Benin Republic government officials and Benin Republic people,
and the Rice Farmers Association of Nigeria, RIFAN. Première étape de cette tournée au Bénin de la ministre congolaise de la promotion et de l'intégration de la femme au développement. À Togon, un arrondissement de la commune d'Alada, accompagnée de la ministre béninoise chargée des affaires sociales et de la microfinance, elle est venue s'imprégner des activités génératrices de revenus des femmes de la localité. Ici se trouve l'Union des groupements des femmes productrices et transformatrices d'ananas. Je suis contente, je suis vraiment ravie pour accueillir cette délégation. Ce n'est pas n'importe quel groupement qui accueille des délégations comme ça. La délégation a effectué une visite guidée des locaux pour toucher de doigt les efforts de ces femmes. Sincèrement, nous sommes épatés et nous encourageons beaucoup la femme béninoise à continuer ainsi. Et nous sommes très contentes parce qu'on remarque quand même que les chefs, les directeurs dans ces centres utilisent beaucoup la femme, apprennent beaucoup de choses à la femme et c'est ce qu'on devrait faire partout. Après à Togon, les deux autorités se sont ensuite rendues à Porto Novo, direction Songhai, où est implanté un système agroécologique. Ici, presque tout se fait, de l'agriculture à l'élevage en passant par la transformation et même la fabrication des machines. Tout comme à la précédente étape, la ministre des Affaires sociales du Bénin et son homologue du Congo ont effectué une visite des lieux. Tous on est dans le même continent, dans la même maison, mais comme on dit, chacun a sa chambre. Et ici, au niveau de la chambre du Bénin, donc ici nous sommes à Porto Novo, et nous avons vu vraiment ce qu'on appelle la volonté de produire, la volonté de transformer, la volonté de vendre et surtout la fierté des produits du terroir. Et je pense que, et on le sait, l'agriculture, l'élevage doivent être des raisons, doivent être des vecteurs, des leviers pour le développement de l'Afrique. La ministre congolaise de la promotion et de l'intégration de la femme au développement, à la suite de sa tournée, se dit satisfaite des différentes initiatives, lesquelles seront sans doute mises en œuvre au Congo, a-t-elle confié. Je voudrais, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, déclarer officiellement installés les membres du comité scientifique de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Ils sont officiellement installés dans leurs fonctions au sein de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Les membres du conseil scientifique sont appelés à mener des réflexions sur les questions relatives à la recherche et au développement des activités scientifiques de l'agence. Il est chargé de conduire les activités de recherche et de collecte des données d'évaluation des risques sanitaires, zoosanitaires, phytosanitaires et ischiosanitaires à la demande du directeur général de l'agence, apporter une assistance technique et donner des avis scientifiques sur des sujets de sécurité sanitaire des aliments à la demande du directeur général de l'ABSSA. Je voudrais, au nom de mes pairs, remercier sincèrement le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et l'ABSSA pour le choix porté sur nos modestes personnes pour animer le comité scientifique de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Nous prenons l'engagement sur l'honneur de nous mettre résolument à la tâche pour l'accomplissement de la mission qui est la nôtre. Au nombre de 16 experts scientifiques de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ont un mandat de 4 ans renouvelable. Au cours de cette cérémonie, une lecture de la décision portant nomination de ces cadres est faite aux membres du conseil d'administration. Le processus ayant conduit à la sélection des membres du comité scientifique a commencé en 2020 et a connu les étapes ci-après. Le lancement de l'appel à inscription au registre des experts scientifiques de l'ABSSA, l'élaboration des outils de sélection et la procédure de sélection des experts, l'enregistrement des candidatures et la réception des dossiers, l'étude des dossiers et la sélection des experts par le comité de sélection, l'approbation de la liste des experts sélectionnés par le conseil d'administration et la publication des résultats. Je reste convaincu que grâce à vos riches expériences, ce comité que nous installons aujourd'hui tiendra ses promesses et que le système national de sécurité sanitaire des aliments
se distinguera de par sa fiabilité auprès de ses homologues et des marchés régionaux et internationaux. L'installation des membres du conseil scientifique vient renforcer le système national de sécurité sanitaire des aliments qui dispose ainsi d'un outil d'aide à la prise de décision. Sur son site de production à Glo dans la commune d'Abomey-Calavi, ce jeune exploitant agricole est entre 5 à 15 millions de bénéfices par an pour une campagne agricole. Il le dit fièrement. Si je fais les points par an, si j'enlève tous les petites dépenses, tout ça là, le jardin m'apporte au moins minimum plus de 5 millions. Quand j'enlève tout le salaire des ouvriers, les charges que je dois, les petits trucs, les petites dépenses, tout ça là, si j'enlève tout ça là, je suis au-delà de 5 millions. Surtout si je regroupe la pépinière, parce que c'est le jardin que je dis 5 millions, si je regroupe aussi la pépinière, c'est les dépenses qui sont un peu énormes, mais si on enlève tout, mais ce que je retrouve en fin de compte, ce n'est pas mal. Pour tout le travail qui se fait en moyenne, je suis dans un intervalle de 5 à 20 millions. Un bénéfice qui l'amène à se convaincre que l'agriculture est une puissance. Il tire sa source de revenus dans la commercialisation de tout ce qu'il produit. En ce moment, la demande est forte et c'est bon pour les affaires de Fidèle Agokon. Et si je prends les carottes, je produis plus de 400 planches de carottes. Les amandes-vivères, n'en parlons pas, les légumes-feuilles. Amandes-vivères, j'ai au moins 150 de planches de amandes-vivères. Boma, j'ai au moins 150 planches de boma. Tiayo, j'ai au moins 150 planches aussi de tiayo. Chou, j'ai au moins 70 à 80 planches de chou. Concombre, vraiment, concombre aussi, ce n'est pas mal. Et si je rentre aussi dans les cultures vivrières telles que le maïs, le manioc, les cassoulets, j'ai une bonne superficie qui sont là aussi où je vais vous montrer tout à l'heure. Et si je rentre au niveau des essences forestières, les jeunes plants, les tecs, pour l'année écoulée, j'ai produit 60 000 plants de plants de tecs. La variété tanzanienne, j'ai produit 60 000 plants, mais j'ai tout écoulé, je vous jure. Papaye solo, j'ai produit plus de 40 000 plants de papaye solo. Les mélinas, j'ai produit au moins 20 000 plants de mélinas. Ça, je fais, il y a beaucoup d'essences que j'ai regroupées, par exemple les avocatiers, les orangers, les goyaviers, les nonis, les abrapins, communément appelés bléfoutou, les citrons naturels. Ceux-là, je les prive. J'ai une technique que je fais. Je les conduis dans une catégorie. Il y a d'autres que je vends. Déjà à l'étape jeunage, mais il y a d'autres que je conduis jusqu'à ce que ça entre en production. Parce que quand tu les conduis jusqu'à l'étape de production, où c'est déjà en pot et ça commence par donner des fleurs et des fruits, c'est que c'est attirant quoi. Et quand les clients voient ça, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils construisent leur maison, tout, ils veulent mettre un plant d'oranger ou un plant de manguier dans leur... C'est qu'ils veulent des grands plants qui ont déjà une taille de 2 mètres, 3 mètres. Mais ce que tu vends à 500 francs banalement, tu vends à 30 000, 40 000. Par exemple, les palmiers royaux, j'ai au moins une 400 pieds. Et que j'ai vendu l'unité à 15 000. Son circuit d'écoulement passe par sa boutique. Une boutique agricole où les commandes pleuvent. Mais une activité agricole réussie n'est pas sans difficulté. Je produisais avec ces quantités-là. Vous voyez que la quantité est énorme. Donc, du coup, j'ai un peu de difficulté pour la vente. Sinon, au départ, c'était difficile parce que je produis avec cette quantité, vendre aux bonnes dames. On a trop de difficultés parce que les bonnes dames viennent acheter à leur prix. C'est comme si c'est eux qui te guident même quoi. Il ambitionne à la longue faire de son site de production une école de formation en production agricole pour les jeunes. C'est en étant conscient du rôle important des hommes des médias dans la déconstruction des préjugés infondés grâce au relais de l'information officielle que les autorités du FAC, le Fonds des arts et de la culture, ont organisé cet atelier. Même au plus haut niveau de ce département ministériel, l'on est convaincu de la pertinence d'outiller les journalistes spécialisés
dans le traitement de l'information culturelle à l'ère des réformes au niveau du FAC. Le ministère en charge de la culture entend apporter une réponse à la demande incessante d'informations sur les réalités internes de cette structure afin de mettre tout le monde à l'aise dans ses relations avec elle. Chers participants, en optant désormais pour cette approche communicationnelle, l'aspiration de la Direction générale du Fonds des arts et de la culture est d'impacter davantage, et ce, sur le long terme, les différentes cibles concernées par les réformes actuelles et celles à venir, notamment la mise en conformité imminente de ces statuts avec la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. À cette rencontre, formateurs et participants sont tous des journalistes de profession. Un moyen loin d'être anodin pour bien passer le message en renforçant les capacités avec des contenus préalablement mis à disposition par le Fonds des arts et de la culture. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire, c'est naturellement des spécialistes. Mais nous avons le devoir de mettre à la disposition des journalistes les informations fiables concernant les actions du gouvernement dans le secteur de la culture. C'est cela qui permettra donc à ces journalistes de savoir traiter l'élément et de donner à la population des informations justes. C'est donc ces informations qui permettront donc à la société, à la population, d'apprécier à sa juste valeur ce que l'État fait dans le secteur désormais. Vous savez que les journalistes ont des organisations, ils se sont structurés déjà, donc on ne saurait les choisir au pifomètre. Donc nous nous sommes adressés à ces organisations-là qui nous ont envoyé des représentants. Mais nous avons demandé à ce qu'il y ait réellement une couverture géographique. Le site web de la direction du Fonds des arts et de la culture, accessible au www.facgouv.bj, a été présenté à cet atelier ainsi que les procédés d'accès à la plateforme. Et voilà, c'était le tout image du mini-journal de ce mercredi chez vous. Merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas, restez toujours en place. Dans un instant, on va retrouver Hakim Seydou Séni. Ce sera le journal des sports. Et juste après, vous aurez donc nos discussions en plateau avec notre invité. Il est professeur d'université, directeur scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement. On reviendra donc sur les travaux qui sont menés au niveau de ce laboratoire, partant justement de la polémique née de cette thèse de doctorat sur la sorcellerie au sud du Bénin. Restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
37 minutes après 7 heures, les sports sur Actu Matin et vous êtes avec nous, Hakimi Ousseli, bonjour. Et Christian, bonjour mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Le rendez-vous du mercredi? Exactement. D'abord, Christian, cette actualité qui focalise l'attention des Béninois, c'est bien la sentence toujours attendue de la FIFA au sujet du recours introduit relatif à des irrégularités ayant émaillé le match entre la RD Congo et le Bénin, comme temps pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, battu par le score de 2-0. Et bien, le Bénin, Christian, on rappelle, a saisi la FIFA pour non-respect des dispositifs nouveaux en ce qui concerne la manière de procéder au remplacement. 5 au total, en 3 fenêtres, compte non tenu de la période de la mi-temps. Cette disposition n'a pas été respectée par la République démocratique du Congo qui a effectué 4 remplacements en 4 temps différents. À cela, il faut ajouter le pénalty accordé au Léopard dès la 10e minute. Le recours a été déclaré recevable et dans la foulée examiné seulement qu'il faudra encore attendre l'officialisation de la décision. Hier, on était le mardi 23 novembre 2021. Cette date semblait être la date fatidique, mais bien malheureusement, la fumée blanche n'est pas sortie. En définitive, il faut attendre et encore attendre jusqu'à ce que nous ayons l'officialisation de la décision de l'instance fêtière du football mondial. Alors, cette information qui a circulé donc hier n'était que fausse. De toute façon, pour le moment, on peut sembler dire qu'il n'y a pas encore une information officielle. Ça peut avoir fuité parce que chacun se bat pour avoir son information, mais de toute évidence, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas encore une notification faite à l'endroit du Bénin et de la RD Congo relativement donc à ce recours qui a été introduit. Et donc, il faut attendre que cette instance puisse finalement nous proposer, je dirais, ses écrits officiel relativement donc à ce recours qui a été introduit par le Bénin. Donc pour le moment, on attend et puis on retient que le Bénin espère toujours que la décision soit donc rendue en sa faveur pour que, bien évidemment, pour les barrages, les écuries puissent se retrouver dans le starting block des barrages de ces éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Voilà, dans la suite de Sport Matin, des informations sur les résultats des différentes rencontres. C'est bien exact, Christian. Hier, les Blues de Chelsea ont battu la Juventus de Turin par le score de 4-0. Les Blues déjà qualifiés pour les 8e de finale de la plus prestigieuse compétition européenne. On retiendra qu'outre cette victoire donc des Blues de Chelsea, il y a eu également à l'occasion donc des rencontres disputées ce week-end, des victoires qui ont été donc enregistrées. C'est le cas, par exemple, Christian, de Manchester United. Man U a battu hier, Christian, un peu plus tôt, le sous-marin jaune par le score de 2-0. Les Mancuniens filent ainsi en 8e de finale de cette compétition. Pêle-mêle, les autres résultats des affiches disputées ce mardi, comme temps pour le premier acte de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue européenne des champions. Lille se relance dans cette compétition après sa victoire sur Salzbourg, 1-0. Barcelone et puis le Benfica se sont séparés 2-2, 0 but partout. Il faut aller chercher la qualif. Ce sera donc à l'occasion de la dernière journée. La formation de Xavi Hernandez a été contrainte hier au nul. C'était bien face au Benfica. Le FC Séville, le club espagnol, a battu Wolfsburg par le score de 2-0. Il y a eu la victoire du Bayern justement sur le Dynamo de Kiev de 2-1. Les Allemands sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de la Champions League. Les Young Boys et puis Atalanta se sont séparés 2-2. 3 buts partout, 6 buts ont été marqués à l'occasion de cette confrontation. Et puis, il y a eu aussi le nul, 1 but partout entre Malmö et puis Zénith. Ce mercredi, Christian, au menu des affiches de ce jour, le plus important de l'histoire du club moldave, le Sheriff, joue à domicile à Tiraspol, le Real Madrid, crédité de 9,3 unités de plus que l'adversaire de ce soir. Sheriff, Real Madrid, c'est à 21h, mais un peu plus tôt. 2 matchs se disputent à 18h45 minutes. L'Inter joue contre le Shakhtar Donetsk. Le Besiktas affrontera la Jazz. Les Hollandais ont déjà validé leur billet pour les 8e de finale. Et dans ce groupe C, vous suivrez à partir de 21h le déplacement de Dortmund qui sera en opposition au Sporting. Rencontre très attendue ce mercredi. Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le 28 septembre dernier, on rappelle, il y a eu le 2-0 des Français, une première après 6 confrontations du genre
challengeant dans cette épreuve. Le leader du groupe A reçoit le deuxième dans un duel de confirmation. Le club allemand, par contre, de Leipzig, l'antenne rouge du groupe, joue en déplacement le club Bruges. Et puis enfin, deux affiches à suivre. Liverpool, déjà qualifié, reçoit le FC Porto avec un point en moins sur les Portugais. Eh bien, les Espagnols de l'Atlético affrontent les Italiens du Milan. Ces rencontres sont prévues pour 18h45, 2 et 21h. Pour les autres affiches, vous aurez les résultats tout au complet de ces différentes confrontations quand on sera demain jeudi. Et ce sera Christian avec Ali Moumouni. Ouais. Un petit mot pour mettre un terme donc à ce passage sportif ce matin. Eh bien, c'est cette nouvelle initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, le COUSAS en abrégé, qui a organisé la première édition du championnat pluridisciplinaire universitaire. La compétition est lancée ce lundi 22 novembre 2021 à Abomey-Calavi dans deux disciplines, à savoir le football et le basketball. Elle se déroule dans les campus où intervient le COUSAS, et donc Abomey-Calavi, Dassa, le COUSAS, Ketou, Adjara, Dango, Sakete, l'INGEPS, le NIAM et puis l'école normale supérieure de Porto Novo. Et il faut noter que le COUSAS a pris cette initiative pour assurer la détection des talents en milieu universitaire afin de prendre part aux compétitions nationales, régionales et internationales, ceci en concert avec l'organisation estudiantine. L'objectif principal, Christian, étant de développer le sport en milieu universitaire. 43 minutes après 7 heures, l'heure qui sonne en ce moment du côté de Pota, à Zakpota et à Soponta. C'était les sports. C'est une affaire de tata. Merci beaucoup. C'était les sports. Akivé Sédou, on ne va pas vous laisser partir. Vous restez avec nous. Dans un instant, en plateau, nous aurons le professeur Doji Mouzouvi, qui est le directeur du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement. On reviendra sur les thématiques, sur les réalités endogènes africaines, ces thématiques qui sont bien souvent développées par le l'ARED. Notre invité, le forum de discussion, le tout après ceci. LBM, notre passion vous transporte. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte.
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et voilà, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin, 7h48 minutes. Installez-vous confortablement. Nous aurons à prendre ce matin avec notre invité Dodji Amouzouvi, déjà installé. Professeur Dodji Amouzouvi, bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour le Bénin, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Le monde vous répond. Le Bénin, l'Afrique, tout le monde vous répond. Allez, professeur Dodji Amouzouvi, vous êtes le directeur scientifique du LARED, le laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement. Nous irons donc dans les couloirs, les coulisses de votre structure ce matin avec les collègues en plateau, Wahab Ali Para, Akime Selou Ouseni. D'entrée, c'est à vous que nous donnons la première prise de parole. Oui, le LARED est créé, je pense, en 2014. Pourquoi exactement ? Très bien, je vous remercie pour la question que vous me posez. Avant de répondre à la question, permettez-moi de m'acquitter d'un plaisant devoir, celui de rester toujours admiratif du travail que vous faites, un travail assez holistique que vous faites pour porter l'information, la bonne information à toutes les Béninoises, à tous les Béninois, à tous les terrestres, simplement. Par votre acharnement positif pour aller sortir la bonne graine et la séparer de l'ivraie. Je suis très admiratif. Je ne sais pas si je vais vous encourager à continuer. Je suis trop petit pour ça. Mais bravo. Merci beaucoup. Le LARED, c'est une institution publique. C'est une institution scientifique. Comme vous l'avez bien défini, c'est le laboratoire d'analyse et de recherche. Religion, espace et développement. Nous avons mis ensemble ces trois concepts, ces trois thématiques, parce que moi-même, je suis spécialiste des religions, sociologue, et avec des collègues, nous avons créé le labo pour que, sur le plan strictement scientifique, sur le plan pédagogique, sur le plan des prestations pour le développement, nous puissions donc formation, enseignement, recherche, consultation et tout, nous puissions apporter notre contribution au bien-être, à la société béninoise africaine, au monde, en faisant avancer la science sur cet aspect, mais aussi en offrant des prestations. Pourquoi cette trilogie? Nous avons voulu voir comment est-ce que la religion, le fait religieux, toute religion confondue, bien évidemment, structure l'espace. Et dans cette structuration, dans cet enchevêtrement, dans cette interrelation entre le milieu, l'espace, la société, comment est-ce qu'il porte le développement ou comment est-ce qu'il freine le développement. Donc voilà un peu, et c'est un laboratoire qui est d'obédience socio-anthropologie, mais il y a dans ce labo, là, aujourd'hui, plus d'une centaine de personnes avec différents statuts, différentes disciplines, et nous travaillons ensemble. Donc voilà pourquoi le labo est créé. De 2014 à aujourd'hui, nous avons fait une moisson. Une moisson. Nous sommes déjà à la 33e thèse maison, donc soutenue au labo. C'est des thèses de doctorat de l'université d'Abomey-Calavi. Si on y ajoute les thèses en co-tutelle, si on y ajoute les thèses en co-direction, si on y ajoute les thèses à l'extérieur, en 6-7 ans d'existence, nous sommes autour de la cinquantaine de thèses. La particularité chez nous, c'est que, vous avez vu un peu comme... vous faire, oui.
Ah d'accord. La particularité, oui. La particularité chez nous, nous avons très tôt pris le pari et ce n'est pas facile de tenir ce pari-là. Et nous sommes très heureux au niveau du laboratoire aujourd'hui de constater que nos œuvres, nous avons rapatrié nos œuvres. Donc, très tôt, nous nous sommes dit, il n'y a pas que les œuvres qu'on va rapatrier. Nous allons nous battre pour que tout ce qui nous appartient, qui est détenu par quelqu'un d'autre, puisse revenir. Mais il faut que notre pensée, notre intelligence, notre cerveau, notre savoir aussi reviennent. Parce que pendant longtemps, nous sommes restés dans un couloir très extraverti, très français, franco-français, très allemand et tout. Non, réfléchissons déjà sur des sujets qui nous parlent, sur des sujets qui nous interpellent, sur des sujets dans lesquels le quotidien du Béninois est interpellé. Donc, nous nous sommes retournés vers nous-mêmes parce qu'une société qui ne s'informe pas sur elle-même est vouée à l'atrophie, donc à la décadence. Voilà, des explications apportées sur la nécessité d'avoir ce laboratoire et la particularité des travaux qui y sont menés. On va revenir sur les thématiques, les différentes thématiques que vous abordez, puisqu'il y en a qui créent la polémique. On va revenir sur le dernier cas en date. Oui, cher monsieur, réaction. Non, je note que nous avons un laboratoire, n'est-ce pas, qui pense à nous d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire les réalités, plutôt que de les évoquer juste dans les couvents, peut-être à la maison, on a jusqu'à l'échelle universitaire, n'est-ce pas, un laboratoire qui aborde toutes ces thématiques-là. Parce que en vérité, ce n'est pas facile. On a toujours, ma foi, travaillé avec ce qu'on nous a apporté comme civilisation, et que dans les autres départements à l'université, dans les facultés et autres départements à l'université, on n'aborde que ce qui est juste littéraire, peut-être mathématique et autres, mais ce qui est endogène, ce qui est notre réalité, on ne l'aborde pas pour autant. Donc il est heureux de savoir qu'on a un endroit où cela se prépare, où sortent des docteurs, parce que 30 thèses de doctorat, comme on a dit, doctorat maison, c'est-à-dire sortis de ce laboratoire, ma foi, ce n'est pas peu. Donc, on a un laboratoire qui produit et qui évoque nos réalités, enseigne nos réalités. Elles sont bonnes, c'est en tout cas évoqué. Elles sont mauvaises, c'est enseigné. S'il y a à étudier pour faire sortir peut-être dans un lot ce qui est bon ou comme ce qui est évoquer ce qui est mauvais, c'est aussi au niveau de ce laboratoire qu'un travail comme ça se fait. Donc je me dis, on a nos réalités qui sont enseignées, et il y a nécessité effectivement d'enseigner nos réalités. La nécessité, il était donc impérieux d'avoir un tel laboratoire pour vous, Hakimi Seydou Ouseni, partant justement de toutes les explications apportées sur le fondement même de la création de ce labo. C'est évident qu'il y avait un besoin de compréhension, un besoin de curiosité, parce que, eh bien, on ne peut pas être, mettons quoi, béninois et africain, ne pas s'interroger sur, je dirais, certaines indéterminations, certaines incompréhensions en ce qui concerne le quotidien de tous ceux et celles qui composent la planète. Parce que la réalité, Christian, c'est qu'au-delà de ce qui est importé, il y a que nous avons, mettons quoi, souvent porté des gants pour aborder les questions qui sont les nôtres. C'est pour ça que quand on parle de laboratoire, recherche, espace et développement, religion, bien évidemment, ça vous amène véritablement à vous poser les questions essentielles. On sort, je dirais quoi, du dogme qu'on nous a, dont on nous a bâché régulièrement, et on s'interroge sur les faits que nous vivons au quotidien. Parce que ce que nous constatons, Christian, dans les gens, c'est que parfois l'Africain, le Béninois, sait s'arrêter à partir du moment où il pense qu'il n'y a plus une possibilité de comprendre. Et donc, il faut aller au-delà alors de ce qui peut constituer, comme je dirais quoi, un frein à la compréhension des faits que nous vivons. Pourquoi est-ce que, eh bien, au-delà des religions endogènes, on a l'impression que les religions, les nôtres, c'est-à-dire les religions, les religions importées, on pense qu'au-delà de ces religions importées, eh bien, on n'a pas la possibilité d'aller tirer du vrai dans les religions endogènes qui constituent quand même l'émanation et puis, je dirais, la culture, l'identité même des Béninois et des Africains dans leur entièreté. Et donc, ce travail qui se fait, ce besoin de compréhension, ce besoin d'explication, ce besoin de recherche, nous permet d'ailleurs, Christian, de plus en plus aujourd'hui, de nous rendre compte qu'il y a plus des sujets
tabou relativement donc je dirais à nos vécus quotidiens. J'ai cru avoir entendu que il y a un produit de ce laboratoire qui a soutenu je crois il y a 2 mois en arrière sur les réalités religieuses dans la Donga. Je crois que c'est une dame parce que de plus en plus Christian vous dira que il n'était pas évident que la question de la religion soit abordée facilement dans une commune comme la commune de Djougou. Elle allait au-delà des clichés qui sont connus à cette localité pour montrer que on peut en parler, on peut discuter, on peut faire une place à la femme, on peut faire une place, je dirais, à la jeune féminine dans l'élaboration des questions religieuses. Et maintenant, la question fondamentale, celle qui fait objet, je dirais, de toutes les attentions depuis environ quelques 2 semaines au plan national, c'était pas évident, Christian, que ce sujet soit abordé. Comment est-ce qu'il a été abordé? Ça va être certainement les petits liens que nous ne savons pas du travail qui a été fait par notre confrère, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a une facilité d'aborder la thématique parce que pendant longtemps, quand on dit sorcellerie, quand on dit, magie, on a l'impression que c'est un no man's land. On n'y va pas. On ne peut pas aller comprendre. On ne touche pas. C'est un fétiche, quoi. Exactement. Même le fétiche, il y a quand même des incantations. Mais là, aujourd'hui, on constate que ça peut se toucher. Oui. Comment est-ce qu'on l'a touché? Est-ce que c'est avec des mains tremblantes? Est-ce que c'est avec des gants? Est-ce que c'est avec beaucoup de circonspection que ça a été fait? Je crois que c'est différents éléments qui seront abordés. Mais c'est déjà heureux de savoir que depuis 2014 à 2021, le LARED a fait du chemin, les résultats sont là, parlants, et s'ils n'avaient pas existé, je crois qu'il fallait forcément les créer. Et vous l'avez créé, Dodji Amouzubi et vos pères. Alors, pas seulement les thèses de doctorat qui sont soutenues à votre niveau, vous avez également des classes de master, culture, sciences, master, culture et société, management de l'action publique, nous avons des licences qui nous avons aussi des formations de courte durée qui sont des formations non pas diplômantes mais certifiantes, telles que devenir sociaux et consultants en sociologie, en organisation, donc sociologie, toutes les sciences humaines et sociales, comment aller sur un terrain de consultation, gagner un marché, donc des petites formations comme ça à la carte, nous essayons d'y aller. Et nous avons un produit intéressant aujourd'hui que nous avions lancé, mais nous avions compris qu'un peu partout à l'université, et ça se fait déjà, c'est les doctorales. Nous avons mis en place tout un système, les colloques, pour accompagner nos jeunes collègues de manière hebdomadaire. Chaque semaine, nous discutons sur un sujet bien précis. Et nous invitons aussi des collègues de l'extérieur parce qu'il y a au moins une douzaine de pays et une vingtaine d'universités avec lesquelles nous travaillons à travers le monde. Donc voilà un peu, il n'y a pas que les thèses au LARED, il y a les masters, il y a les licences et puis il y a les formations et de temps à autre quelques prestations pour le développement. Il y a aussi des projets, les projets de fonds compétitifs de l'université. Nous étions en consortium avec d'autres établissements, d'autres labos que nous avions gagnés et puis il y a des projets scientifiques dans des universités avec des pays africains et européens que nous conduisons au niveau du laboratoire. Alors, quel est le regard, on va laisser d'abord la société de façon globale, quel est le regard des autres universitaires sur le LARED en général, en partant donc de ce que vous enseignez, de ce que vous faites sortir de ce laboratoire? Déjà, il faut dire qu'à partir des thématiques que nous abordons, sur lesquelles nous travaillons, le regard est plus que demandeur, le regard est plus qu'admiratif, le regard est plus qu'encourageant, parce que, écoutez, si vous êtes ensemble avec un Allemand, vous n'allez pas aller lui décrire comment la société allemande fonctionne. Et vous n'allez pas le laisser non plus boire tout ce que les anciens, les colonisateurs, les explorateurs, dans leur vision, dans leur idéologie et tout, on dit du Bénin. Lorsque vous endossez la batterie méthodologique de notre discipline commune et que vous expliquez des faits béninois, ça renouvelle la lecture sur le Bénin, sur l'Afrique, et forcément, ça déconstruit un ensemble de prérequis de déjà connus, et ça intéresse à aller un peu plus loin. Je vais vous dire quelque chose. Avant de venir sur ce plateau, vous étiez justement en train de parler des sports. Vous avez parlé du football. Au labo, nous avions soutenu une thèse sur la pratique du beau dans le football au Bénin. Je vous assure, nous avions eu des résultats extrêmement, je ne dirais pas croustillants, mais intéressants. Et
c'est des choses que tout le monde voit, monsieur tout le monde voit, mais on n'a jamais nous en parler cherché. un peu plus. Comment ça se passe, la pratique du beau, c'est-à-dire ce que péjorativement on appelle fétichisme dans la pratique du football. C'est quoi exactement? Comment Non, je ne veux pas appeler ça fétichisme, mais l'un des résultats auxquels le collègue Zinsou est parvenu, c'est qu'on a globalement et joliment appelé ça dans le milieu sportif la préparation psychologique. Préparation psychologique. Une formule plutôt. Bon, parce que il ne vous échappera pas. C'est pas seulement au Bénin. Quand on fait des actions spectaculaires, on marque des buts sur le terrain, même à l'international, on fait des signes religieux, on implore Dieu, on implore Allah, on implore... Donc, chacun selon son obédience, il y a quand même une certaine croyance forte des joueurs, du staff, de tous les acteurs. Et vous voyez quand on doit jouer un penalty, les supporters sont concentrés, méditent et appellent tous les dieux pour qu'on puisse marquer. Donc il y a forcément une présence au-delà de la présence humaine qui se manifeste même dans une activité comme le sport. Et on croit que au-delà de la compétition, de la technicité, il y a que Dieu a son mot à dire, le divin a son mot à dire, la métaphysique a son mot à dire. En général, donc ce n'est pas une particularité du Bénin. Pour le Bénin, on n'est pas venu à constater comment nous avons quand même une société un peu bigarrée, différentielle. Il y en a qui croient fortement que sans le beau, sans ces entités-là, on ne peut pas gagner, ou on ne peut pas se prémunir contre les attaques des autres. Il y a plusieurs raisons qui permettent au staff, à certains dirigeants et à certains joueurs d'aller vers là. Tout compte fait, elle est présente, elle aide, mais elle n'aide pas toujours. On fait des choses et finalement on est battu à plate couture. Voilà, c'est réalité. Nous avions travaillé un peu sur le pasteur. Et c'est l'une des thèses que j'affectionne beaucoup. La collègue Gaillet a travaillé sur la profession du pasteur aujourd'hui au Bénin. Qui est pasteur au Bénin? Et la profession qu'on embrasse, et d'où vient-il? Quel est son niveau d'instruction? Comment opère-t-il? Et ça a permis à d'autres masters de se faire. Et on a vu comment est-ce que la présence des pasteurs, des hommes religieux déconstruisent les foyers, cassent les foyers avec la participation de ces hommes de Dieu. Nous avons travaillé sur l'homosexualité. Il y a 2 thèses qu'on a produites sur l'homosexualité au Bénin. C'est des associations, c'est des choses... Vous n'avez pas idée de comment nos sociétés sont vraiment en face d'un ensemble de dynamiques. On a travaillé sur la douleur de la femme qui doit accoucher et ses relations avec le divin. On a travaillé sur, nous l'avons joliment enrobé dans la renonciation, le renoncement de la foi, sur Banamé simplement. On a travaillé sur ce phénomène, on y est parvenu à des résultats qui ont suscité une nouvelle thèse qui est en finition. Donc il y a énormément de choses qui sont avec nous, les religiosités, les nouvelles formes de religiosité que nous observons en pays agolé, on a travaillé là-dessus, la symbolique du sang. La question, elle est très simple. Elle est très simple, la question que ce Taïsa s'est posée. Pourquoi est-ce que nous évoquons souvent le sang de Jésus? Nous trouvons que c'est un sang qui libère, qui sauve, qui promeut. C'est le sang de Jésus. C'est le sang, tout simplement. Et lorsque moi... je mets du sang de mouton, de poulet, de vache ou d'autres êtres vivants sur ma déité, je l'offre à mon vaudou, on dit, ça là c'est diabolique, ça c'est satanique, et pourtant c'est le sang. Donc la symbolique du sang dans différentes religions, est-ce que c'est fondamentalement différent? Est-ce que ça oppose? Ou bien, est-ce que c'est juste le discours des hommes à des fins prosélytisme hypocrite qui fait qu'on dise, parfois même, vous avez des gens qui ont plein d'amulettes dans les poches, vous avez des gens qui ont des ceintures, vous avez des gens qui ont obtenu et demandé et obtenu la grâce chez des déités, nos déités, qui évitent un accident. Et au lieu de dire merci Sakata, merci Dan, merci Hadioso, dit sang de Jésus. Or, ils savent très bien qu'ils n'ont même pas évoqué Jésus ce jour-là. Ils n'ont rien dit. Tout ce qu'ils ont,
c'est profondément endogène. C'est grâce à ça qu'ils se sont sortis de situation. Mais au lieu de faire face, il y a comme une sorte d'hypocrisie souriante qui les éloigne de ça. La thématique qui fait objet de tous les débats depuis environ quelques semaines. Comment est-on arrivé d'abord à l'identification du sujet. J'avoue que vous en avez discuté parce que vous avez conduit donc la thèse. Dites-nous un peu, c'est quoi les coulisses de cette thématique avant de rentrer dans le fond. Dans le fond. Écoutez, je ne sais pas si tout doit se dire sur ce plateau. Je vais dire l'essentiel. C'est une thèse laborieuse. C'est une thèse laborieuse. Et je voudrais insister à partir d'une réponse que le candidat lui-même a faite lors de sa soutenance, quand le président du jury lui a demandé comment reconnaît-on un sorcier. Il dit: je n'ai pas travaillé sur la sorcellerie. Je ne suis pas sorcier, donc je ne peux pas dire au jury comment on reconnaît un sorcier. Donc je voudrais être très clair au départ. Le travail n'a pas été fait sur la sorcellerie. Il ne s'agit pas de la sorcellerie. Le travail a été fait avec les courants sociologiques, les instruments sociologiques, les modèles sociologiques, donc la discipline sociologique, sur les représentations qu'on a de la sorcellerie. C'est ça. On peut apprécier une bonne sauce sans être un bon cuisinier. Et là, la socio-anthropologie nous donne des armes pour saisir les représentations sociales, les perceptions, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on croit savoir et comment on réagit par rapport à ce qu'on pense de quelque chose. Donc, le travail s'installe fondamentalement à ce niveau. Et pourquoi ? Je disais que c'est un sujet assez laborieux. Voilà l'une des thèses dans lesquelles nous avons séjourné pendant plusieurs années avec le candidat. Normalement, on a 3 ans pour finir la thèse. Et le collègue a fait plus du double avant qu'on ait ce résultat. Nous nous amusons au labo en disant c'est peut-être aussi l'effet de la sorcellerie, etc., etc. Mais c'est déjà pour vous dire. Ensuite, c'est un sujet... un peu comme j'ai commencé par dire, qui nous concerne, qui nous parle, qui va dans tous les sens. Imaginez que de plus en plus, un certain nombre d'hommes religieux, de représentants d'autres religions, utilisent ce mot, ce concept, pour la couler douce, pour se faire beaucoup d'argent, pour orienter même les populations vers des drames impossibles. Tout ce que vous avez, un petit bobo, il y a une signification. Le représentant de Dieu, je ne vais pas nommer, bon, je vais dire le pasteur, parce qu'on est tout ce qui, la pastorale, se concerne. Dieu va dire, ah, c'est la sorcellerie. Ce qui t'arrive là, c'est ta mère qui est sorcière. Et parfois même, on recommande aux gens, va la tuer. Et nous assistons à des scènes horribles, nous assistons à des drames où pendant que les uns utilisent à tort ou à travers le concept sorcellerie dans notre société, d'autres, ne sachant absolument rien, construisent tout un monde autour et vivent dedans. Et la solution, c'est qu'on ne voit cette pratique, on en parle que dans un mauvais sens, dans un seul sens. Ça fait peur, ça détruit, ça fait mal. Or, pendant les représentations, et pour le peu que chacun de nous a, nous sommes fondamentalement dans une espèce de société secrète, dans une société initiatique. Et quand on dit société secrète, ça ne fait pas bon ménage avec la sociologie, parce que la sociologie, c'est les preuves. Tout ce que vous dites, vous devez pouvoir prouver cela. Donc, les représentations sociales qu'on a de la sorcellerie, on peut les prouver, on peut les démontrer, on peut les décrire, on peut même les recenser. Ce que le collègue a fait. Donc, pour pouvoir déconstruire un peu ce que monsieur tout le monde pense, les préjugés, les prérequis qui sont extrêmement négatifs, qui sont même parfois exagérés, dramatisés, on se dit, voilà une réalité sociale, une pratique qui existe, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, ça existe. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas, mais que pense le Béninois de ça? Comment il conduit sa vie? Comment il se comporte vis-à-vis de cela?
Donc, c'est, je vais dire, autour du phénomène et non sur le phénomène. D'ailleurs, le phénomène dont on parle avec beaucoup de respect, avec beaucoup de prudence, est tel que l'une des bases essentielles, c'est le silence. Plus on en sait, moins on en parle. Donc, je voudrais rassurer l'Université d'Abo Mekalavi, la formation doctorale de sociologie, le département, le LARED n'ont pas les moyens de dire ce que c'est que la sorcellerie. Ils n'ont pas les moyens de former des sorciers comme on a entendu. Parce qu'il y a ils n'ont pas les moyens. Si, j'ai parlé de sociétés initiatiques, j'ai parlé de sociétés secrètes. Si il y a un parcours initiatique qui finit dans ça, ce n'est pas un parcours scientifique, ce n'est pas un parcours sociologique, ce n'est pas un parcours anthropologique. Il faut séparer les deux. C'est deux rationalités complètement différentes. Et le travail qui a été fait est fait sur ce que les gens pensent, comment les gens saisissent cela, pour, je ne dis pas banaliser, mais un peu pour rebondir sur ce que dit le collègue tout à l'heure, qui nous permet de dire on peut approcher. Ça, c'est un premier travail. Oui. Il n'y a plus de tabou. On peut y aller. Peut-être que d'autres travaux beaucoup plus osés iront. Et ce n'est pas une première. Hein. C'est une première au Bénin, mais ce n'est pas une première dans le monde, dans différentes disciplines. Mais comment est-ce qu'on fait, professeur, pour avoir, je dirais quoi, les réponses scientifiques? Parce qu'il s'agit de faire des analogies. Les représentations, comment est-ce qu'on arrive à en certifier si entre-temps, eh bien, on ne s'approche pas de celui qu'on peut appeler, mettons quoi, au centre même de ce phénomène-là? Oui. Comme pour dire, mais je veux pas de représentation, de sorcellerie et tout ce qu'il y a autour, mais comment est-ce que je l'appréhende si entre-temps, je n'interroge pas en griffe, bon, quoi, le sorcier. Voilà, je dis les choses comme ça. Je vais revenir et insister. Je ne parle pas de la sorcellerie. Je ne dis pas ce que c'est que la sorcellerie. Je dis, on peut ne pas être un bon cuisinier et apprécier une bonne sauce. Maintenant. Discutable, hein? Non, on peut ne pas être un bon cuisinier. C'est un goût, c'est un problème de goût. C'est discutable, mais bon, je pense ce pari-là. Je pense cette partie. L'antithèse viendra peut-être après. Alors, vous êtes là. Je ne vous reconnais pas sorcier. Vous ne vous reconnaissez pas sorcier. Mais votre point de vue sur la sorcellerie. Des gens ont parlé de la sorcellerie autour de vous. Des gens ont peut-être évoqué d'autres personnes comme étant des sorcières, etc. Vous avez vu des choses qu'on a tenté d'expliquer comme étant des faits. Vous avez vécu des choses. Et ça a eu un impact sur votre vie quotidienne, sur la sociabilité, sur vos relations dans la société, au point où ou bien vous en avez peur, vous en ajoutez, vous reprenez, vous rejetez. Vous avez cru. Ou vous avez cru, de toute façon, ça a impacté votre vie. Ça a déterminé un mode, une modalité d'être, d'agir, de penser. Parce que c'est ce que vous en savez. Parce que c'est ce que vous en dites. Vrai ou faux, vous en dites. Et on constate dans la société que ça module votre comportement au quotidien. Mais ça, nous avons les instruments pour apprécier ça en sociologie. Nous avons les théories, nous avons les méthodes pour pouvoir dire, voilà, ceux avec qui nous avons travaillé, le collègue a abordé plusieurs centaines de personnes. Ceux avec qui nous avons parlé, globalement, voici ce qu'ils pensent de cette affaire. Et l'une de ces conclusions, qui sont des conclusions aussi majeures, c'est qu'il dit, dans cette rationalité, nous avons découvert que il y a des savoirs. D'autres auteurs ont déjà présenté la sorcellerie comme le savoir de la nuit. Il y a des savoirs, il y a des rationalités. Il en a cité une bonne dizaine. Et si ces rationalités, si ces savoirs ont partie liée avec la sorcellerie, autant ne plus jeter le bébé avec l'eau qui a servi à laver le bébé. Autant aller voir comment on peut tirer un nectar de ce que monsieur tout le monde présente comme étant de la négativité pure et dure. Derrière le mal le plus absolu, il a fait allusion à Baudelaire, les fleurs du mal, il y a nécessairement quelque chose à prendre. C'est la plus-value. Maintenant, entre l'auteur, sociologue, qui a fait sa thèse, et la personnalité,
ou le discours qui a suivi après la thèse, c'est deux mondes complètement différents. Complètement différents. Et je voudrais rappeler et insister sur les excuses que le collègue Ressou Eustache Florent a apportées. J'ai suivi une dernière de ses émissions où il présentait publiquement ses excuses à toutes celles et tous ceux que ses paroles ont dû choquer lorsqu'il faisait allusion à la partie génitale de la femme, ne pas toucher, etc., etc. Je crois que soit il n'est pas bien exprimé, soit il n'a pas été du tout bien compris, mais il aurait simplement fallu, et ce n'est pas les éléments de sa thèse, c'est aussi un certain nombre de représentations qu'on a, des phénomènes. Il aurait simplement fallu à ce monsieur de dire, mais c'est nous qui disons que le sexe est tabou. On ne l'approche pas. Nous disons que le sexe est sacré, que ce soit celui de l'homme ou celui de la femme, au point où on ne parle même pas du sexe entre père et fils. Et on a dû batailler dur pour dire non, attention, face aux dégâts que ça représente, il faut démystifier, commencer par en parler. Cette sacralité-là, pourquoi nous l'avions mise en place? Les sociologues ont analysé ça comme une manière de réguler la société. C'est une forme de régulation sociale. Pour que on ne banalise pas le sexe comme on est en train de le voir aujourd'hui, pour lui en donner toute son importance, pour lui en donner toute sa valeur, pour lui en donner toute la responsabilité qui va avec. Ça aurait pu ou ça peut être une invention, une modalité de notre société, de nos traditions. Quand c'est sacré, on ne touche pas. La forêt sacrée, on n'entre pas dedans. Donc quand c'est sacré, on ne touche pas. Mais il y a aussi d'autres options. Ou mais là, on sort de la sociologie, on sort de l'anthropologie, on rentre dans le spiritualisme, on rentre dans le mysticisme, et c'est deux choses complètement différentes. À partir du pouvoir que représentent ces parties, à partir de la sacralité qui entoure ces parties, et qui peuvent aussi entourer d'autres parties du corps humain, on peut faire le débat. Mais c'est mal tombé à un moment où on finit de faire une thèse sur les représentations qu'on a d'un phénomène, et que de là, le raccourci nous amène vers quelque chose que j'ai lu, qu'on a appelé azétologie, la science qui étudie les azés, qu'on a un azétologue. Non, toutes ces choses, c'est du fact. Oui, justement, quelle religion faites-vous de tous ces commentaires que vous avez entendus, de tout ce que vous avez lu? Parce que chacun se fait également sa religion de ce qui a été soutenu comme thèse, du contenu du document et des propos qui ont suivi. Deux choses. Je voudrais qu'avant qu'on ne se fasse une religion, qu'on sache de quoi on parle, on sache de quoi on a parlé. Donc, le contenu de la thèse, ce n'est pas la sorcellerie, c'est les représentations que nous avons de la sorcellerie. Comme on peut dire, les représentations sociales qu'on a du pouvoir politique depuis 2016 au Bénin aujourd'hui. Un peu comme vous faites les vox populi, vous avez vos reprenez. Donc, on peut faire, c'est pas avec la même technique, mais on peut faire ce travail. Première des choses. Deuxième des choses, moi j'ai eu un double sentiment. Le premier, je dis, mais la science aussi, quelque part, si ça se faisait entre les collègues, entre les scientifiques, entre ceux qui savent de quoi on parle, il n'y a pas de débat. Oui. La science, une fois que vous produisez... Certains l'ont fait. Il y a eu des productions, je crois, d'un conglomérat de personnes qui, semble-t-il, auraient travaillé, qui ont tenté des ébauches de réflexion sur... Qui sont des universitaires? Universitaires, je ne suis pas affirmatif. Non, ce que j'ai lu, ce ne sont pas des gens qui partagent la même discipline que nous. C'est des gens qui ont une maîtrise de cette rationalité, exactement, qui en savent des choses, qui en savent beaucoup de choses, et qui ont certainement pensé, en ayant entendu tout ce qui se dit sur l'affaire, ils ont pensé que c'est de ça qu'il est question. Et ils ont dit non mais attention, arrêtez. Si moi je suis aussi dans le milieu, et que je ne prends pas la peine d'aller voir la vérité ou la réalité entre ce que disent les réseaux sociaux ou entre ce que dans l'euphorie le premier concerné lui-même il en dit, je vais tout de suite dire mais attention, parce que je pense simplement le bout de phrase, je vais créer mon école.
de sorcellerie, ça suffit pour que je dis, mais si je suis sorcier ou que je connais les réalités, je dis, mais tu viens d'où? Tu es qui? Tu sors de l'université, donc d'une entité très universitaire, très scientifique, et tu dis, ok, est-ce que tu sais de quoi on parle? Je peux dire ça. Mais je le mets sur le compte de l'euphorie. Parce que vous l'avez vu, c'est juste au moment où il a eu la consécration que cette phrase-là est sortie. Rappelons que le Bénin ne va pas être le premier. Il y en a en Afrique du Sud, une école qui forme les sorciers, mais il faut encore aller voir de quoi ça et de quelle marque de sorcellerie. Quelle marque de sorcellerie. Tout ce qu'on donc, mon sentiment, d'un côté, aurait été très reposant, très bien, si le débat se faisait pour faire avancer la science de ce côté-là, pour faire avancer le débat de ce côté. Mais c'est tombé dans la société. Et c'est aussi ça, un peu le rôle de la science. Mais tel que c'est tombé dans la société, je ne suis pas surpris que les avis soient divergents. Moi, j'ai évoqué cette histoire avec une amie qui est chrétienne pure et dure, et il dit, ce que vous dites là, moi, c'est pas moi. Moi, mon affaire, c'est le temple de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et je le respecte en tant que créature de Dieu. C'est très intéressant de savoir. Mais dans une autre obédience, on dit non. D'une part, de part et d'autre, c'est toujours la sacralité. Mais l'autre, il prend son affaire comme une créature de Dieu, qui ne peut jamais faire du mal, qui ne peut jamais anéantir ou casser ou déconstruire une puissance lorsqu'on y va avec la langue. Mais d'autres vont vous dire, on peut se poser la question de savoir. Parce que le monsieur qui a parlé, suivez bien, il dit, le atakoum, l'élément feu, pour pouvoir proférer des paroles, on la met dans la bouche, on écrase et on parle, et puis ça y est, ça a un bon effet. Et en même temps, il dit, là, c'est sacré. C'est le temple de quelque chose. Mais si vous y touchez avec la langue, vous allez tout rater. Est-ce qu'il n'y a pas de tradition? Si on touche la langue de l'attaquant, et ça permet de proférer des paroles pour obtenir quelque chose, si tant est que ce qu'il dit est vrai, si j'y vais avec la langue, je vais charger ma langue et je pourrai proférer les éléments parce que je vais charger ma langue de ces énergies qui sont là et je pourrai obtenir tout ce que je veux obtenir. Par quel miracle c'est bon pour l'attaquant et ce ne serait pas bon pour autre chose, si tant est que quelque chose qui est chargé, quand on l'approche, on est chargé en retour. Maintenant, c'est à savoir, selon les degrés de connaissance et de compréhension, pourquoi on a mis le haut là, pourquoi on a pensé que c'est mauvais. Alors, vous recentrez le débat. Vous n'enseignez pas la sociologie à l'université d'Abo Mekalavi au niveau de l'arrêt. Ce sont les commentaires des gens sur les réseaux sociaux qui sont allés dans ce sens parce que peut-être ils se sont contentés de ce bout de phrase, la sorcellerie. Oui. Mais on a entendu le docteur, désormais, n'est-ce pas, dire, citation, qu'il a voulu faire ressortir les côtés positifs de la sorcellerie. Ça sous-entend qu'il a étudié la sorcellerie et il vient exposer peut-être aux jurys qui ont validé son travail les côtés positifs de la sorcellerie. Une fois encore, c'est une entrée en matière un peu trop hâtive. C'est un raccourci. Je reviens sur le sujet autorisé, sur le sujet travaillé, sur le sujet dans lequel nous avons séjourné au labo avec tous les collègues, au national comme à l'international, parce qu'il y a eu des instructions et tout, c'est les représentations sociales. Et dans les représentations sociales, il y a évidemment des gens vers qui vous irez, qui vont en dire du bien. Il y a des gens vers qui vous irez, qui vont en dire du mal. À 100%, on ne le rejette pas. Majoritairement pour défaut de connaissances peut-être, ou pour les expériences sociales et humaines qu'on a faites, on a une certaine idée de cette pratique. Mais si vers les 372 et quelques personnes qu'il est allé, c'est de connaissances différentes, c'est d'expériences différentes, c'est de niveaux spirituels et de connaissances différents. À partir de ce moment... Je sais, professeur, que vous avez une suite dans vos idées que je ne veux pas vous faire dérailler. Oui. Les personnes, c'est quoi l'échantillon? Qui ont été interrogés? C'est vous et moi? C'est le profil des personnes interviewées. C'est quoi? Ou les associés. On a dit représentation sociale. Oui.
C'est à partir d'un choix raisonné, jeune, vieux, religieux, religieuse, religion de toute obédience, religion du vaudou, religion christianisme, religion de l'islam, intellectuel, paysan. On a fait une cartographie du Bénin. Toutes les couches socio-professionnelles ont des choses à dire. Il est évident que si vous allez vers un Bokono, ce qu'il vous dira de la sorcellerie n'est pas le même que si vous allez vers le jeune car intellectuel qui a évolué tout le temps à Cotonou, qui n'en sait absolument rien. Il est évident que vous découvrirez autre chose avec celui qui est resté carré avec le christianisme pur et dur. Vous aurez autre chose avec celui qui est resté tout le temps dans les pantalons de son pasteur, qui pour avoir un ou Y chose, n'a jamais rien fait d'autre que de tirer à boulet sur cette pratique pour pouvoir faire autre chose. Donc il n'est pas arrivé que le désormais docteur ait la chance de tomber sur... Parce qu'il y a quand même des sorciers. Ah ben oui. Ah ben oui. Et ce n'est pas tombé sur un sorcier. Il y en a qui ont envie de parler. Le clame. Attention, pour le peu que je sais, pour ce que je suis un pontife du dieu Sakpata. Oui. Là, je ne parle plus en tant que universitaire. C'est Einstein qui dit, vous posez la question à qui? À l'universitaire que je suis ou bien à Einstein? Si vous posez la question à Vimadiano, je dis quelqu'un qui vient vous dire que je suis un sorcier. C'est un plaisantin. Oui. S'il n'est pas plaisantin, il est un paria. Parce que dans ça là, j'ai dit société initiative, j'ai dit société secrète. Plus on en sait, moins on en parle. Non, on peut le savoir. Pour savoir que bon, je sais tout ça, nous savons. Pas vos actes. Ça ne se proclame pas. Ça ne se dit pas. Dès que vous le dites, vous n'êtes pas. Ou vous n'êtes plus. Ou vous commettez, je ne dirais pas un crime, mais une parjure. À partir de ce moment-là, il faut faire attention à tous ceux qui vont sur les plateaux de télévision, plateaux de radio, vont écrire dans la presse, vont faire de la publicité autour de cette affaire, ou même, ils sont d'autres obédiences et disent, je peux en arriver à bout, je peux chasser sorcellerie, je peux faire... S'ils ne sont pas des plaisantins, ils sont des marchands d'illusions. Ils veulent faire leur business sur les problèmes et les difficultés de vie. C'est sûr qu'ils sont nombreux, ils sont nombreux à ne pas être d'accord avec vous ce matin. Ah non, il n'y a pas de démocratie sur ce que je dis. C'est comme ça. Sauf si on ne parle pas de ça. Et on ne parle pas de cette chose. Alors, vous avez dit dans votre développement qu'il y a une différence entre le travail qui a été présenté au jury et les développements qui ont suivi après. Oui. Est-ce que, à votre niveau, au niveau du LARED, vous avez les moyens de contrôler ces chercheurs, ces scientifiques qui présentent les travaux? Nous avons les moyens de quadriller, de canaliser, de conduire jusqu'à la thèse. Sinon, ce ne serait pas validé. Exactement. Sinon, l'université n'autoriserait pas sa soutenance. Mais une fois que la soutenance est faite, il est diplômé. Il va faire des recherches ultérieures. Et ce n'est pas tout ce que quelqu'un découvre pendant qu'il est chercheur en train de faire ses recherches sur le terrain qu'il met dans une thèse. Non. On tamise, on réduit. Donc il peut avoir toute une batterie d'informations qu'il va exploiter après. Alors, si on était en thèse et qu'il disait, je vais ouvrir une école de sorcellerie, eh bien avec les méthodes, avec la rigueur, avec les éléments de preuve de la sociologie, on lui demanderait comment, pourquoi, quand, avec quel élément, etc., etc. Chose que je ne suis pas sûr qu'il puisse dire à partir des résultats que moi j'ai lus de son travail, de ce que je connais de la pratique par ailleurs. Donc, la rationalité n'est pas la rationalité cartésienne, sociologique, pure et dure. Donc, avoir les moyens de contrôler, ça dépend. Si le doctorant devenu docteur continue d'évoluer au laboratoire, continue de produire des articles, ça va porter le nom du labo, ça va porter le nom de toute la cour. Donc, il est toujours un membre du laboratoire. Ça passe par un ensemble de fuites avant qu'on le publie. Là, oui, il est dans une école.
c'est-à-dire le labo, dans un creuset scientifique. Mais s'il n'est plus là, s'il n'est plus universitaire, il est venu chercher un diplôme. Après, il peut aller travailler avec. Après, il peut faire tout ce qu'il veut. Avec ou sans ça, ce n'est plus forcément sous votre responsabilité. Sous la comptabilité. Alors, vous avez travaillé sur beaucoup de thèses, beaucoup de thématiques. Comment vous pensez que l'on pourrait utiliser les différentes sciences que nous avons au profit des États, des nations, pour le développement? La thèse sur la sorcellerie, par exemple. Comment ça peut profiter Déjà, ce qu'on est en train de oui. dire là, oui. On ne quantifie pas l'importance de cela. Mais ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui nous suivront après, et qui ont une certaine idée de la sorcellerie, ou déjà qui ont une certaine idée de tout ce débat-là, vont se dire, ah, donc c'est de ça qu'il est question. Et petit à petit, eux-mêmes vont commencer par se poser des questions pour se réaliser, pour avoir leur opinion, leur juste opinion sur l'affaire. Et ça participe au développement, puisque ils connaîtront désormais la vérité, et la vérité les affranchira. Ne suivez pas mon regard. La vérité fera d'eux des gens capables de travailler pour le développement. Les différentes sciences humaines et sociales, parce que ça nous renseigne sur nous-mêmes, parce que ça établit un ensemble de lois, un ensemble d'analyses sur l'avancée, peut avoir aussi des postures caméraliste, j'appelle posture caméraliste, ce qui permet une certaine réforme de la société. Le travail que nous avons fait sur le pasteur, par exemple, l'un des éléments majeurs, si on avait, et le scientifique s'arrête là, il revient aux décideurs de continuer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas toujours ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas formés. Il y a beaucoup de pasteurs qui se leur disent « J'ai reçu l'onction de Dieu, j'ai été appelé par Dieu » et parfois conduisent le peuple béninois, le peuple africain, donc le peuple de Dieu, dans le décor, dans la fausseté. Et l'une des solutions possibles, c'est que avant d'être pasteur, il faut un minimum d'études. C'est ça. Certains l'ont fait. Mais si à partir de cette thèse, on en arrive à proposer des formations, on en arrive à exiger une certaine posture, je suis sûr qu'un ensemble de fautes, un ensemble de bévues, un ensemble d'erreurs qui sont commises au jour le jour dans ça ne se ferait pas. Et l'éthique du christianisme, les valeurs contenues dans l'évangile, lorsqu'elles sont transmises par qui de droit et normalement, vous voyez combien de fois ça peut tenir le développement. Donc voilà autant de choses qui permettront aux sciences humaines, qui permettent aux sciences sociales de booster le développement, parce que c'est fait par l'homme et c'est fait pour l'homme. Une toute dernière question. Alors on va finir, oui, très rapidement. oui. N'est-ce pas, de la trentaine de thèses de doctorat maison que le laboratoire a fait sortir, n'est-ce pas? Quelle autre thèse a fait couler autant d'encre et de salive comme, je dirais, la toute dernière? Dans le monde des intellectuels et des universitaires, la majorité des thèses a fait couler des salives, mais de bonnes salives dans le sens d'avancer dans la science. Ça, je prends les thèses sur l'homosexualité. Du docteur Kaliswede Dossou. Quand je prends la thèse, même sur le pasteur, on a discuté dur, parce que dans le jury, il y avait des gens qui étaient pasteurs, qui étaient d'obédience chrétienne. Et ça fait des discussions très chaudes entre scientifiques, entre universitaires. Mais c'est la première fois que, pour diverses raisons, y compris la personnalité du collègue qui a rédigé, on a lancé. Et c'est la première fois aussi qu'on travaille sur cette thématique-là. On a lancé, et ça fait tout ce... Je ne veux pas donner le mot, mais ça fait tout ce buzz. Mais après, quand on a travaillé sur Banamé, je ne peux pas vous dire ce que nous avons vécu en tant qu'universitaire. On a été appelé par la hiérarchie pour dire, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous ne pouvez pas aller faire vos recherches, vous ne pouvez pas séjourner là. Je dis, prenez une autre, dites-moi, tel chef, j'interdis à M. Amouzoui d'aller faire des recherches, d'aller séjourner là-bas. Il dit, je ne ferai jamais ça. Mais ça, c'est dans le milieu, ce n'est pas sorti. Mais ça donne lieu à des discussions très chaudes entre nous. Ça permet de réguler un certain nombre de choses, d'affiner un certain nombre de vérités ou de résultats auxquels on n'est pas venu. Ceci est rapidement tombé dans la société parce que ça intéresse tout le monde.
d'un côté ou d'un autre, d'une manière ou d'une autre, quand vous évoquez sorcier, quand vous évoquez sorcellerie, il y a une réaction. Il y a une réaction. Et c'est normal qu'on ait ça. Mais je voudrais qu'on sache désormais qu'il y a la sorcellerie. Il y a un travail autour de la sorcellerie. Et la science, en tout cas le LARED, aujourd'hui, n'a pas les moyens ni de dire ce que c'est que la sorcellerie, ni de former des sorciers. D'autres peuvent avoir ni de reconnaître. Ni de reconnaître. Et que parmi les gens de l'ARED, il n'y a pas de sorciers. Non, il n'y en a pas. S'il y en a, ils sont sorciers pour eux. Ils ne sont pas des sorciers estampillés l'ARED. Si vous permettez, est-ce qu'il vous est arrivé depuis que ça a commencé, cette élaboration, ces commentaires de part et d'autre sur le travail produit par le docteur Eustache Ressou, est-ce que vous arrivez d'échanger avec lui pour avoir un peu une idée de son état d'âme? Il est allé à Radio Océan, on l'a accusé d'avoir fait un tour et qu'après il y a eu un incendie à Radio Océan. Donc le sorcier a du coup, lui-même n'était plus prêt à donner des interviews à X ou à Y parce que bon voilà, ça ne peut pas faire un tic dans la tête. Même nos amis humoristes s'en sont saisis. Exactement. Voilà, qu'ils ont fait des études, des masters, et puis voilà, que désormais il va créer son école et quiconque l'empêche d'avoir un boulot. Un grand homme dans ce pays a dit, si mon nom peut servir à vendre, laissez-les faire, utiliser mon nom et vendre. Si ça peut servir à développer d'autres aspects dans la société, moi je ne vais pas me plaindre. Oui, je le vois, on en parle tous les jours. Il est serein, il reconnaît un certain nombre de biais, de dérives, on s'emploie à corriger ça au quotidien, mais on va droit, on ira au bon port. Remarquez que nous avons travaillé sur la mort. Et le candidat, le jeune collègue qui a travaillé sur la mort, lorsqu'il va voir des personnes âgées, il leur dit, mais comment on appelle la mort? Simplement, quelles sont les catégories dans lesquelles on nomme les morts? Les gens se révoltent et disent, vous voulez que moi je meure? Vous voulez ma mort? Et renvoie le collègue. Voilà des difficultés, voilà des réalités. Et le collègue a-t-il séjourné avec les morts? Non. Non, et pourtant, il a travaillé, il a fait une très belle thèse sur les catégories de l'humanité de la mort. Vous avez une bibliothèque au LARED où on peut faire vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour que on puisse voir un peu tout ce parcours depuis 2014. Et c'est un lieu public. C'est une institution de la République et tous les citoyens peuvent passer au labo aux heures d'ouverture. On a un téléspectateur qui nous suit et qui demande que si, est-ce de façon éthique, sur le plan de l'éthique, est-ce normal d'affirmer que le vagin de la femme est le temple de la sorcellerie? Sur le plan éthique, c'est pas je dis sur le plan de la pudeur. Ouais. On aurait pu chercher on fait une économie morale de ce mot et dire autrement les choses. Nous en avons habillé les expressions, abondamment parlé sans qu'on ait l'impression ou la volonté de choquer quelqu'un. Parce que déjà le mot, mon éducation ne me permet pas de le dire, le plateau ne me permet pas de dire. Mais déjà ce mot qui commence par V, dès que vous le prononcez comme ça, ça rédit, ça interpelle. C'est quoi cette histoire-là? Donc oui, je donne raison aux collègues aujourd'hui qui a envoyé le message, le niveau où nous sommes au Bénin, ça interpelle, à la Libye, ça choque. Pudeur que de dire, ça là est le siège de la sorcellerie. Alors, même qu'on n'a même pas les moyens de prouver ce qu'on dit. Voilà. Merci beaucoup, professeur Doudia Mouzouvi, directeur scientifique du LARED. Merci pour tous ces détails, ces explications que vous venez de nous apporter à nous et à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis un moment. Merci également, chers collègues, pour votre présence en plateau ce matin. On a beaucoup échangé. On va prendre une pause avec un très bon plat que je vous propose ce matin. Il s'agit donc du glacément accompagné du agbili. Je ne sais pas si vous connaissez ce plat. Et ça, ce n'est pas sorcier. C'est pas sorcier du tout. Zakia Klapouji était avec Lily Chenet où elle nous propose ce matin de découvrir cette préparation. Bon appétit chez vous. On va manger de manière virtuelle. Je vous présente l'ingrédient principal de notre préparation du jour. Il s'agit de l'épinard sauvage. Et c'est grâce à l'épinard sauvage, encore appelé glacément en langue nationale fond, que nous allons donc préparer le repas du jour.
Nous aurons besoin par la suite de quelques ingrédients et surtout du savoir-faire de notre cuisinière en chef, la responsable du maquis Lily Chenet, qui nous accueille aujourd'hui. Merci à tous les amoureux de la bonne bouffe qui sont avec nous. C'est parti pour la préparation du jour. Et nous voici donc en cuisine. Vous remarquez bien que nous avons tous les ingrédients qu'il faut pour notre préparation et surtout la personne qui va nous aider à bien préparer tout ça. Madame la cuisinière, bonjour. Bonjour, madame. Présentez s'il vous plaît. Moi, je réponds au nom de Eulalie Lobo. Je suis la promotrice du restaurant Lily Chenet et je suis cuisinière restauratrice. De quoi nous aurons besoin pour préparer notre sauce d'aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Glacément, c'est un mets que j'affectionne beaucoup. C'est un légume que j'affectionne beaucoup parce que lorsqu'on était au village, c'est ce que les parents nous présentaient le plus parce que ça pousse d'un peu partout. C'est un légume souvent qu'on récupère très facilement. Donc, pour présenter notre fameux plat glacément, et d'autres disent yovo-boma ou en français épinards sauvages, nous aurons besoin de l'huile, soit de l'huile d'arachide ou de l'huile rouge. Moi, j'aime beaucoup plus l'huile rouge parce que c'est très agréable et puis c'est bon pour la vitamine A. Nous avons de la tomate écrasée, nous avons de l'oignon écrasé, nous avons du piment rouge que j'aime bien. Ça peut être du piment vert, de l'ail frais écrasé, des épices, 8 épices que nous-mêmes on a fait de chez nous à Lily Chenet. Nous avons de crevettes moulues, nous avons notre fameux affetti, moutarde locale. Et maintenant, nous avons du poisson frétin et puis de poisson fumé de ce côté. Et pour agrémenter bien cette sauce, nous avons aussi des fromages, maman, peau de bœuf, des crabes. Et pour pouvoir rendre le parfum plus agréable, on a à la fin, comme décoration, du piment vert et de l'oignon. Et l'oignon émissé. Tout ceci a déjà été apprêté pour nous faciliter la préparation. Et nous commençons par quoi maintenant? Tout cet ingrédient est déjà mélangé. Vous avez les crabes, le poisson, les fromages, tout est dedans. Donc, on commence par la tomate. Et vous allez laisser mijoter pendant 5 minutes. Vous allez vérifier l'acidité. Et si vous sentez que c'est trop acide, vous pouvez ajouter un peu de bicarbonate de soude. Maintenant, après, vous allez ajouter maintenant l'oignon et les autres ingrédients. Vous allez laisser mijoter pendant 15 minutes environ. Et après, vous ajoutez les poissons. En temps, vous ajoutez les poissons, les crevettes, et les crabes et tout. Et vous laissez imbiber suffisamment le jus. Et après, vous ajoutez le légume. Entre-temps, que je vais vous expliquer, le glacément ne se prépare pas de la même manière que les autres légumes. Parce que le glacément, quand vous ajoutez de l'eau, ça fait de gluant. Donc, glacément se prépare sans eau. Sans eau. Pour pouvoir préparer ça, maintenant, vous aurez déjà lavé ça proprement, égoutter. Et maintenant, vous mettez ça dans la marmite sans eau. Vous tapissez ça avec du sel. Et chaque fois que vous ajoutez, vous tapissez ça avec du sel. Et lui-même se dégage son propre eau pour pouvoir le faire cuire. C'est la particularité de glacément. Ça ne se prépare pas avec de l'eau. Pour aller plus vite, on a déjà préparé les ingrédients qui sont quasiment cuit. Entre-temps, vous avez préparé du agbeli, qui est pâte de manioc fermentée, qui est très bien, qui accompagne bien ça. Mais entre autres, vous pouvez ajouter, vous pouvez prendre ça avec de la pâte de maïs, du télibor, ça veut dire farine, pâte faite à base de farine de cossette d'yam, ou la pâte recyclée, notre ocoli, fameux ocoli. Mais aujourd'hui, principalement, nous avons choisi agbeli, qui est la pâte de manioc fermentée, pour accompagner ce glacément. Vous voyez, l'agbeli encore, si à la fin de la cuisson, vous pouvez ajouter un peu du sel, c'est très agréable. Ça, c'est des astuces. Oui, vous pouvez ajouter du sel. Même ça se mange, même simplement, ça agréable au goût. Maintenant, ça peut être accompagné du moyo ou d'autres sauces. Mais quand vous ajoutez un peu du sel, ça donne encore un autre goût. En fin de préparation. Voilà, en fin de préparation. Pas au cours de la préparation parce que ça sera molle, ça ne serait pas bien dur. Mon frère, il faut manger. Manger, tu bois. Tout ça, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour ton plaisir. Monto e bonwa raneti, oti le blé, et ne tout ça c'est pour ton plaisir.
le blé. Et des ouïes, tout ça c'est pour ton blé. Mon frère, il faut manger, tu bois. Tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour ton blé. Non, quelques piments pour... Voilà. De l'oignon émincé. Alors pourquoi il faut ajouter l'oignon, mais vraiment complètement à la fin? D'abord, ça donne... l'oignon cru, c'est très bon pour la santé. Et ça permet aussi de donner une bonne vue pour une bonne présentation de notre fameux glacément. Alors finalement, on a besoin d'à peu près combien de temps pour préparer le glacément? Environ 30 minutes, ça va largement pour préparer notre glacément. Et l'accompagnement. Et la sauce et l'accompagnement, si tous les ingrédients sont disponibles. Mon frère, il faut manger, tu bois. Tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour ton plaisir. Tout est bon, maman. Si tu es non coré, et bien ouais, tout ça c'est. La préparation est maintenant terminée. Nous voici à table et j'ai remarqué qu'il y a une particularité dans le couvert ici. Pourquoi avoir choisi ce style de couvert? Moi, j'adore beaucoup plus ces couverts parce que c'est authentique. C'est les plats de chez nous, c'est fait à base de terre cuite. Donc, c'est sur nos plats qu'on utilisait depuis les temps anciens. Et comme Lily Chenette est fan des mets authentiques, de l'authenticité, d'où l'utilisation de ces assiettes. Présentez-nous le résultat final de notre préparation. D'accord. Voici notre fameux glacément. Et voici notre agbeli, qui est pâte de manioc fermentée. Donc, je vous invite humblement à la dégustation. J'attends votre avis. Merci, madame. Donc, nous sommes maintenant à l'heure de la dégustation. Nous allons prendre notre agbeli, compléter avec la sauce. On va y mettre la sauce et on va manger. D'accord. Après vous. Je trouve que c'est un mets qui est très agréable à manger. Merci beaucoup, madame. Merci à toute l'équipe de Lily Chenette qui nous a reçus aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour la suite de la dégustation, je vais vous inviter à continuer avec moi. Je vais inviter également mon cadreur à se joindre à nous. Merci beaucoup pour ce plaisir de nous avoir reçus chez vous. Depuis la cuisine jusqu'au restaurant, on a pris du plaisir chez vous. Amis dans nos plats, merci de nous avoir suivis. Si vous recherchez une bonne adresse en matière des mets de chez nous, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt et bon appétit chez vous. Bientôt. À bientôt. Allez, je suis encore en studio. Bon appétit à vous, Zakiat Latunji. C'était donc dans nos plats sur Actu Matin. Rendez-vous mercredi prochain. Si vous avez aimé, eh bien, faites-nous savoir. La suite, on va faire le point de l'actualité à travers la revue de presse préparée par Assion Monkani. Assion, bon, juste après, vous aurez votre météo. Je vous reviendrai juste après. À tout de suite. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Pour la performance économique du Bénin, une délégation du Fonds monétaire international a séjourné ici du 15 au 23 novembre, un séjour rapporté par nombre de publications comme l'événement du jour qui écrit qu'une délégation du FMI apprécie. Appréciation rapportée par Bénin Intelligence, citation, une reprise économique solide est en cours, fin de citation, avec, comme le précise Fraternité, la normalisation du trafic de marchandises au port de Cotonou, l'un des principaux moteurs économiques du Bénin, donnant une impulsion supplémentaire. Le matinal souligne que cette descente a été pour les représentants de l'institution de Bretton Woods l'occasion d'échanger avec les autorités béninoises sur les récents progrès économiques et se renseigner sur les priorités politiques afin d'éclairer les discussions futures
sur un programme soutenu par l'organisation. À l'Assemblée nationale à Porto Novo, le projet de budget sectoriel des ministères Continu et Fraternité de renseigner que le défilé des membres du gouvernement devant la commission budgétaire se poursuit et le ministre de l'eau et des mines, Samu Seydou Adambi, déclare avoir défendu un projet de budget de 114 milliards de francs CFA pour 66 milliards pour le secteur de l'eau, 6 pour le secteur des mines et 2 pour le pilotage et le soutien à tous les programmes, à savoir le programme eau et le programme mine. Puis le budget du ministère des petites et moyennes entreprises est estimé à 13 milliards 935 000 francs CFA. Le ministère de la Santé aura besoin de 98 milliards 100 millions de francs CFA en 2022 pour conduire et réaliser des projets visant à offrir un plateau technique sanitaire amélioré aux populations béninoises, à recruter des agents de la santé, à construire des hôpitaux et à poursuivre la riposte contre la pandémie de la Covid-19, sans oublier la lutte contre plusieurs autres maladies. Et parlant de la campagne de vaccination intense contre la Covid-19, Vif d'Afrique rapporte plusieurs Béninois qui apprécient diversement l'initiative. Certains estiment que le souci du moment, c'est d'assurer leur pain quotidien et d'autres confient avoir déjà été vaccinés. Le journal de faire observer que sur 10 millions d'habitants, pas même le tiers des Béninois a reçu une première dose. Si l'objectif du gouvernement est 40% du taux de vaccination, des efforts restent encore à faire afin de démystifier le mythe qui règne autour. Selon le journal, de son côté, Libération revient sur les clarifications du gouvernement avec le porte-parole Wilfried Léandre Ngweji, qui a expliqué le bien fondé de la mesure du gouvernement relative à la vaccination anti-Covid en cours. Et selon le porte-parole, ces mesures ne relèvent pas de moyens pour obliger les citoyens à la vaccination. Dans la suite, le geste de la Fondation Malta Cross International intéresse Bénin Intelligent qui informe que 3 communes du Mono sont dotées d'équipements sanitaires. Une bonne nouvelle pour les populations d'Atiémen. Comé et Grand Popo, les formations sanitaires de ces communes bénéficient d'un don important en équipements et matériel sanitaire composé de lits d'hôpitaux, matelas, fauteuils roulants, béquilles, tablettes, tables d'accouchement et de pause perfusion. Le journal estime que c'est fini les mauvais services dus à un plateau technique pauvre. Et puis, selon Vif d'Afrique, 3 personnes, dont une femme, ont été placées sous mandat de dépôt lundi après leur présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Kobe pour viol sur mineurs et harcèlement par voie numérique, selon certains médias. Merci d'avoir été à l'écoute.
Allez, on aura fait le tour de l'actualité ce mercredi. Merci à chacun et à tous de votre attention chez vous. C'était votre matinale. Actu Matin, très bonne journée du mercredi. Rendez-vous demain à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.